On sait que les phrases déjà toutes faites ne sont pas nécessairement celles que nous faisons de plus de bien. Elles arrivent naturellement lorsqu'une personne vous partage une émotion ou une attitude, une situation difficile. On ne sait pas quoi répondre, on se sent mal à l'aise, on cherche une solution ou un conseil. Par exemple, après la pluie, le beau temps va arriver. Arrête de ruminer. Concentre-toi sur le positif. Et le plus fameux, ça va bien aller. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est vraiment un manque d'empathie? Comment on peut faire pour vraiment faire preuve de l'empathie? Alors, je donne la parole premièrement à Marc-André, notre psychologue, et notre porte-parole. Alors, Oui, Marc-André, peux-tu discuter ça un petit peu avec nous? oui, bien sûr. Mais en fait, c'est pas. L'intention est bonne. Là, il y a une personne qui nous partage vivre une difficulté, elle va pas bien. Puis nous, ce qu'on veut, ben, c'est qu'elle ait mieux. On veut que ça se passe bien pour elle. Mais souvent, c'est dans la manière de le formuler. Une personne, par exemple, qui nous dit, ah, je sais pas, j'ai perdu confiance en moi, j'ai eu des difficultés à mon travail. On veut réparer le problème, donc on a envie de dire, ben voyons donc, tu as plein de qualités, tu as réalisé plein de beaux projets, tu es bonne, mais souvent ce que la personne a besoin davantage d'entendre, c'est d'être vue et entendue dans ce qu'elle vit. Tu sais, tu trouves ça difficile, tu te remets en question dans tes qualités pour faciliter la conversation. Puis des fois aussi, nous-mêmes, on n'est pas confortable avec notre propre vulnérabilité, nos propres émotions douloureuses. Alors, dans ce temps-là, quand on voit un autre être humain qui est en contact avec ses émotions douloureuses, nos cerveaux sont comme interconnectés. Donc, ça peut nous mettre en contact avec un inconfort qui va faire en sorte qu'on va passer un petit peu plus vite sur la question, puis chercher là, à la limite dire après la pluie, le beau temps, parce que nous-mêmes, on n'est pas confortable avec nos sentiments plus difficiles. Oui, mais c'est très vrai, hein. Je me souviens très bien une fois, je l'ai dit à mon fils, ah, tu as tellement de potentiel. Il m'a dit, Ben maman, oui. ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Alors, je pense que c'est ça. Il faut vraiment travailler avec la bonne réponse. Ben, ma volonté était bien, mais c'est vrai que ce n'est pas exactement ce qu'il y avait besoin à ce moment-là. C'est ça. Alors, Sophie, peux-tu continuer la discussion? Avec plaisir. Écoutez, quand je vous entends dire, je dis à mon fils ça, ben moi j'ai deux adolescents. Fait que la phrase tu comprends rien, maman, je l'entends souvent. Ouais. Puis, c'est bien correct, comme Marc-André a dit, c'est bien correct de se retrouver là où on est. Peu importe où l'on est, que ça soit triste, que ça soit joyeux, c'est correct parce que c'est ça d'être humain. On célèbre nos cinq sens, souvent, le toucher, le goûter, la vue, l'odorat, l'ouïe, mais est-ce qu'on célèbre le fait de ressentir? Mhm. Ressentir, c'est-à-dire qu'on est humain. Fait que, premièrement, ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que quand quelqu'un passe à travers des émotions difficiles, des fois, ça fait du bien de se faire dire, écoute, c'est une émotion qui est difficile. Je vois que tu souffres. T'sais. Valider ça. Puis c'est correct de le valider parce que ça nous rend juste plus vrai. Et puis l'autre chose dont je me rends compte avec l'empathie, puis j'aimerais ça qu'on partage par rapport à cette conversation-là, c'est le fait que pour être empathique, donc pour pouvoir comprendre l'autre sans jugement, il faut vivre dans le moment présent. Puis le stress, on en vit tous et toutes, puis depuis la pandémie, c'est encore c'est plus exponentiel. Euh, on a une relation dysfonctionnelle avec le moment présent. Ça veut dire quoi de nous, ça, qu'on n'est pas capable d'être dans le moment présent? On est capable d'être sur les réseaux sociaux, on est capable de faire 45 affaires en même temps pour prendre soin de notre famille puis de nos vies, mais on n'est pas capable de se calmer 5 minutes par jour, de respirer puis de laisser tout ça aller. Pour être empathique, il faut d'abord être en silence envers soi-même pour comprendre l'autre dans sa douleur. Alors, quand on se regarde en tant que société et en tant qu'individu, la chose la plus importante et la plus difficile qu'on va jamais accomplir, non, qu'on va accomplir, c'est une tournure de phrase bizarre, c'est de faire face à sa vérité. Ça fait mal, ça implique des traumatismes qu'on ait pu vivre à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est capable de réapprendre. Alors, l'empathie, c'est un des plus gros outils pour nous permettre non seulement je ne veux pas dire de se réparer, mais de prendre une nouvelle route pour devenir notre plein potentiel, pour se développer. Fait que l'empathie, c'est un gros, gros, gros outil dans notre coffre à outils pour prendre soin de soi-même. Mais pour prendre soin de soi-même, il faut savoir ralentir. Puis ça change pas mal une vie. Amen.
Mhm. Ah oui, bravo, et c'est vrai, c'est vraiment clair. C'est faire partie d'un changement de rythme. Il faut qu'on respire, il faut qu'on agisse à une certaine paix intérieure pour qu'on peut bien réfléchir comment agir et réagir avec l'autre. Alors, Rose, Lindsay, est-ce que tu peux continuer? Bien sûr, puis je suis vraiment contente de passer après Marc-André et Sophie parce qu'il y a deux éléments que les deux ont apportés qui sont très, très importants. Du côté de Marc-André, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est pas juste faire une phrase déjà faite parce que c'est vrai que l'intention n'est pas mauvaise, mais en fait, c'est d'écouter puis de comprendre qu'est-ce que l'autre vit présentement. Et dans les phrases déjà toutes faites, l'aspect que Sophie vient de parler, d'être dans le moment présent, est très important parce que dans les exemples concrets que vous avez donnés, Karen, on parle de après la pluie vient le beau temps. Donc, on est déjà dans le futur. Il faut arrêter de ruminer maintenant. C'est Concentre-toi sur le positif. Mais présentement, la personne ne veut pas se concentrer sur le positif. Elle veut parler de qu'est-ce qu'elle vit puis qu'est-ce qui va pas bien. Ça va bien aller. C'est dans le futur. Le moment présent est super important. L'écoute de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, des fois, il faut juste pas répondre. L'être humain, en fait, pour beaucoup dans nos sociétés nord-américaines, on aime être des aides de solution. Hey, on va trouver la réponse à ton problème, puis tout ça. Non, des fois, il faut juste dire, je comprends, je t'entends, je suis là. Peut-être revenir un peu plus tard à la personne, mais dans le moment présent, la personne communique quelque chose. Elle n'a pas besoin de se dire que dans 48 heures, dans un mois, dans une semaine, ça va être correct. Elle a besoin d'avoir une écoute présente. Mhm. Et donc, les deux éléments emmenés là, par mes collègues sont, je pense, que ce sont vraiment les éléments clés là, dans les formulations de réponses et de ne pas aller dans le déjà tout fait, tout préparé. Là. Mais je trouve ça très intéressant parce que on sait que d'être centré sur le futur, c'est un peu ça le problème avec l'anxiété. Alors, on est centré sur le futur au lieu sur le moment présent. Alors, pour le développer en soi, en nous-mêmes aussi, il faut que nous sommes centrés sur le présent. Alors, c'est ça que, pour aider l'autre personne aussi de focuser sur le présent. OK, merci. Alors, une autre question. En quoi l'empathie fait de nous une meilleure personne? Une meilleure parent, un meilleur ami et un meilleur collègue. Qui veut répondre à ça? Ça contribue à quoi d'être une meilleure personne? Vas-y, Marc-André. Ah, OK, ben, j'osais pas. Ça, c'est de l'empathie, hein, même à distance. En fait, la capacité de se voir entre nous comme êtres humains, là, c'est vraiment directement associé à la survie de notre espèce. Et si on prend un bébé humain, s'il n'est pas vu et entendu, je veux dire, il ne pourra même pas survivre. Puis les émotions sont brutes hein, chez un bébé, donc ça prend la personne qui prend soin de l'enfant en le regardant avec son regard. C'est carrément une vase qui est en train de se créer, qui fait en sorte que le petit être humain apprend à ressentir le monde à travers les interactions qu'il y a avec les gens qui en prennent soin. Donc, ça vient comme un peu vous dire à quel point c'est à la base de ce qu'on est. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Louis Cozzolino qui parle du cerveau social, qui parle aussi que, si vous savez, les cellules nerveuses, là, ça ne se touche pas. Hein? Il y a comme un espace entre les deux dans lequel il y a des neurotransmetteurs qui se promènent. Mais lui, il parle du synapse social, c'est-à-dire qu'entre deux êtres humains, ce qui est partagé, ce qu'on ressent, va créer quelque chose chez l'autre être humain. Puis, on appelle ça la fonction réflexive. Là, c'est un très beau mot en psychologie. C'est-à-dire la capacité à voir et reconnaître les émotions de notre interlocuteur. Quand c'est un bébé, quand c'est un enfant, l'importance de ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça vient directement, ça se relie directement à son développement, mais en même temps, qu'on soit entre adultes, en réunion, avec un gestionnaire envers ses employés, la capacité de voir que les humains qui nous entourent, ce n'est pas des machines. C'est des humains qui ressentent, qui vivent toutes sortes d'émotions et que chaque émotion a le droit d'exister. Mais si on peut tenir compte de cette dimension-là qui est étroitement liée à la condition humaine, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point nos relations vont s'en trouver améliorées, que ce soit des relations professionnelles ou des relations interpersonnelles. Puis cela étant dit, on ne vit pas dans un monde parfait,
on ne peut pas toujours dire la bonne phrase au bon moment avec la bonne virgule. Et ça, on dirait que c'est particulièrement vrai avec nos enfants. C'est étonnant. Mais en même temps, la capacité de dire « je me suis trompé », je t'ai peut-être blessé, je suis désolé. Et des fois, on se déçoit tous un peu d'une certaine manière, mais si on peut se reparler et recréer cet espace relationnel-là entre chaque être humain, ben, je vous garantis qu'on va être des meilleures personnes. Ah, merci, Marc-André. Ça me fait penser un peu que des fois, quand je donne des formations, je vais dire à tout le monde, écoute, si vous voulez avoir un enfant heureux, il faut que tu sois heureuse. Il faut qu'on travaille sur notre bien-être. Et la même chose au travail, la même chose si on veut qu'on ait une équipe de travail, on veut exprimer l'empathie, il faut qu'on est bien avec nous-mêmes aussi. Alors, c'est un travail sur nous, premièrement, pour être capable de partager sur une façon collective avec les autres. Alors, c'est très intéressant. Qui veut poursuivre un peu la discussion? Lindsay. J'allais passer à Sophie, mais ça me fait plaisir de continuer là-dessus. Comment ça peut nous rendre des meilleures personnes aussi, c'est de ne pas hésiter à nommer l'empathie. En fait, nous, en persévérance scolaire, on développe à chez Fusion Jeunesse, on développe des compétences fondamentales et on enseigne l'empathie aux jeunes parce que ce n'est pas quelque chose d'inné. Qu'est-ce qui est inné? C'est notre instinct de survie, c'est des trucs comme ça. Puis l'instinct de survie, je suis désolée, mais on a un côté un peu plus bestial. On veut, tu sais, comme nous, qu'est-ce qu'on a de besoin en premier par rapport aux autres. Donc, faut prôner par l'exemple aussi. Il ne faut pas hésiter à prendre tous les moyens possibles pour pouvoir l'enseigner. Comme par exemple, nous, on n'aurait pas pensé, mais dans notre programme de jeux vidéo, ben, il y en a certains que c'est pour développer de l'empathie. Si tu n'as pas donné les bons outils à ton animal, ben, il va mourir à la fin parce qu'il ne vit pas en communauté, il ne va pas chercher les ressources qu'il a besoin, etc. Puis, c'est ça, comme je dis, c'est pas quelque chose... on veut être sympathique peut-être à la cause de l'autre, mais il ne faut pas hésiter à aller chercher plus d'informations, à regarder comment on peut être plus à l'écoute, à regarder comment on arrive à se mettre dans la peau de l'autre aussi, parce que je ne veux pas rentrer dans ce qui se passe avec des sujets, des exemples qui sont très, très, très pointus, mais présentement, qu'est-ce qui se passe avec la réconciliation avec les Autochtones? On est bien placé au Canada parce que justement, on est en train de faire un grand pas vers eux. Mais c'est pas juste de dire « Oh mon Dieu, il faut qu'ils soient intégrés dans notre société, ça nous en prend sur nos CA, ça nous en prend... » Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils demandent? Il faut vraiment essayer de le mettre comme à toutes les sauces là, dans notre vie et pas juste se dire « Oh non, non, moi, j'aide telle cause, fait que ça me fait du bien. » Non, mais comment l'autre avait besoin de toi? C'est ça la vraie question. Oui, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que tu vas ajouter à ça? L'autre question qu'il faut qu'on adresse, ça ressemble à quoi? Karen, rajouter quelque chose. Oui, Sophie? Parce que c'est intéressant. Est-ce que c'est correct, Karen, si je rajoute quelque chose? Oui, allez. Oui, allez. Premièrement, je pense que là, on parle, nous autres, là, ici au Canada, puis en Amérique du Nord, on vit dans des sociétés qui sont assez individualistes, où notre cercle de communauté, tribu, famille, je ne sais pas trop comment vous voulez l'appeler, appelez-le comme vous voulez, est très restreint. Donc, on s'attend beaucoup dans nos relations, que ce soit dans un mariage, dans un couple, on a des modèles très restreints de ce que c'est maintenant une famille, de ce que c'est qu'un mariage. On a un modèle très restreint de notre concept de réussite et d'échec. T'es marié, ça fonctionne, tu réussis. T'es divorcé, t'es plus ensemble, c'est l'échec. C'est complètement ridicule. On a des modèles tellement restreints qui ne nous supportent pas dans notre vraie nature humaine. Puis là, je suis en train de parler que, bon, la vie, c'est un bordel, il faut aller s'amuser partout. C'est pas ça, là. Faut faire attention, hein. C'est le fait que nos unités familiales nous contraignent parfois dans nos propres modèles qui sont très rigides de comment on peut naviguer à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on s'attend à tout de l'autre personne dans notre vie, on va être déçu pas à peu près. C'est comme la vérité, là. Donc, moi, tu sais, j'ai été élevée, puis ça n'arrive pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a une opportunité ici qu'on devrait créer ensemble, c'est que quand tu es élevé et que tu penses que la personne que tu rencontres au coin de la rue, qui est peut-être dans la rue sans maison, ou que le meeting que tu as eu avant le boulot puis que ça a vraiment mal été, ou l'amitié incroyable que tu entretiens avec une autre personne, tous les êtres humains
que tu rencontres sur ton chemin contribuent à développer ton plein potentiel, que ces instances-là soient négatives ou positives. Donc, quand c'est le temps de redonner, d'être empathique, par exemple, bien, ça vient naturellement. Tu ne te dis pas, oh my God, comment je vais naviguer ça? Puis, tu sais, c'est pas facile. Mais si on enseigne aux gens, non, 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 toi, tu es responsable de ton succès, tu es un self-made man, comme on dit, tu sais, puis il n'y a pas personne d'autre qui a contribué à ça, c'est toi. Bien, quand ça vient le temps de redonner, mais tu redonnes à qui? Puis ton penchant naturel de redonner, il n'est plus là, parce qu'on n'a pas renforcé ça. Alors, je pense que j'aimerais rajouter que pour l'empathie, nos modèles relationnels et nos modèles de succès et de réussite et d'échec doivent drôlement être redéfinis. Puis ça se fait dans nos familles, au quotidien, avec les conversations qu'on a alentour de la table de cuisine et dans les centres de thérapie et chez les psychologues. J'ai le goût de rajouter, si on est l'unique responsable de son succès, le volet obscur de ça, c'est quand ça va mal, on se retrouve aussi comme étant l'unique responsable, on se sent seul, on se blâme, on a honte, on n'ose pas se montrer vulnérable, et là, tout d'un coup, la situation ne fait que se détériorer parce que la honte qu'on ressent face à son échec, des fois, elle fait encore plus mal que l'échec en tant que tel, si on se le permettait et si on pouvait le partager avec d'autres. Mais c'est peut-être une des raisons que les statistiques que j'ai parlé au départ, qu'on est dans une société très individualiste. Ma réussite, ça m'appartient, mon échec m'appartient, ce n'est pas vrai, c'est beaucoup plus complexe. Et une des raisons, peut-être, on a une misère de faire le lien avec l'empathie, qui est juste 13% de la population qui pense qu'ils sont empathiques ou ils reçoivent l'empathie. Alors, c'est grave quand même. Hein? Mais excuse-moi, Karen, j'aurais quand même le goût de dire, je ne sais pas exactement comment a été faite l'enquête, mais je ne sais pas si les gens ils voyaient pas à travers le mot empathie peut-être quelque chose d'un peu plus complexe que dans le fond, êtes-vous touché par la détresse des autres? Les gens vous auraient répondu probablement, j'espère. Êtes-vous empathique? Probablement. C'est comme quelque chose qui est un peu plus abstrait comme notion, je crois. Ah oui, je suis d'accord. C'est important de l'enseigner, comme disait Rose. Là. C'est tellement important parce que, qu'on a dit, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Je pense qu'une chose, on parlait à Sophie de l'école aussi et à Rose Lindsay, mais l'idée de social emotional learning à l'école, juste la question de commencer immédiatement de prendre soin de l'autre, toute la question de penser à l'autre, otherness on dit en anglais, c'est tellement important. Alors ça commence très jeune et je pense que c'est vrai, c'est un mot qui peut-être rend les gens un peu peur, mais c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose à pratiquer et on peut rendre la marchandise, je pense. Oui. Alors, l'autre question que je veux demander, est-ce que c'est possible d'être empathique vers soi-même? Ça ressemble à quoi? Si moi je suis empathique à moi-même, ça va ressembler à quoi d'être empathique à moi-même? Mesdames, je vous laisse répondre en premier. Rose, je vous en prie. OK. Être empathique envers soi-même, je pense que, tu sais, encore là, je pense qu'on est dans une société où on a beaucoup de pression sur nos épaules, la réussite, le succès, puis c'est pas seulement dans une sphère de notre vie, là. Faut que notre couple, ça marche comme Sophie en avait parlé un peu tantôt. Faut que le couple fonctionne. Faut être une top mère. Faut être sportif. Faut aimer la nature. Faut s'intéresser à la science. La liste de faux, là, elle est beaucoup, elle est longue, là. Faut être heureux. Donc, faut être heureux parce que d'ailleurs, c'est ça, les études autour des médias sociaux, là, c'est pas mal le bonheur de tout le monde qu'on voit dérouler. C'est les voyages, c'est les restos, donc ça peut activer la vulnérabilité là, des autres aussi, puis même nous-mêmes là, face à qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, c'est vraiment... s'accorder une certaine bienveillance, s'accepter comme on est, accepter qu'on a des défauts aussi, ne pas avoir honte d'en parler, parce que moi, j'ai bien des gens autour de moi aussi que même dans leur propre couple n'osent pas parler de leur vulnérabilité, de leur faiblesse, c'est être successful, être vraiment comme tout le temps au top. Donc, comment on peut être empathique avec soi-même? De un, c'est être à l'écoute de nos émotions, hein? Parce que si c'est ça pour l'être pour les autres, il faut l'être avec nous aussi. Ça se peut. Puis des personnes, là, il y a certaines personnes que tu apprends très tard dans ta vie à nommer
« Oh mon Dieu, je suis déprimée. Oh mon Dieu, je suis triste. Oh mon Dieu, il y a quelque chose que j'aime pas. » Donc, c'est d'accepter qu'à un moment donné, on ne se sente pas bien, puis d'être capable d'être à notre écoute et d'apprendre à se connaître, je dirais. Apprenez à vous connaître parce que, oui, aller chercher de l'aide quand on a notre besoin, mais c'est aussi de se dire, ben, est-ce que présentement j'en ai besoin ou bien j'ai juste besoin de faire une petite affaire qui me fait plaisir aujourd'hui, ne serait-ce que de mettre la cuillère dans le bol de crème glacée puis de se l'envoyer au complet. Mais si c'est ça aujourd'hui qui nous fait du bien, ben d'accepter de le faire puis pas se dire « Oh mon Dieu, c'est combien de calories? C'est quoi? C'est quoi? » Donc, être à l'écoute de soi-même. Là. C'est tellement dit, Rose, mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est tellement difficile dans une société où on nous impose par des projections continues d'images, de messages, d'informations, puis on est surinformé, puis tout ce qu'on veut, au fond, c'est être aimé, puis être accepté. Puis là, on gobe l'information sans arrêt, puis c'est fatigant, on se sent drainé, on n'est même pas capable de répondre à 1% de ce que le monde est en train de nous demander. Mais tu sais, c'est qui ce monde-là qui est en train de nous demander? Et d'où viennent ces pressions-là? Quand on regarde, par exemple, ce que les jeunes filles et les jeunes garçons aussi vivent, tu sais, que ce soit les faux ongles, les faux cheveux, les faux seins, les fausses hanches, tout est faux. Puis là, il faut correspondre à ça. Donc, non seulement est-ce qu'il y a un univers de fausseté qui devient de plus en plus présent à cause des réseaux sociaux, mais je pense que l'empathie là-dedans devient non seulement, encore une fois, l'outil, un peu, je dirais, un des outils les plus importants pour être bien à l'intérieur de soi, c'est qu'on devient ce que l'on consomme. Alors, si tu manges 50 beignes par jour puis que tu regardes des nouvelles déprimantes, ben à la fin de la journée, ça se pourrait peut-être que tu ne te sentes pas bien puis que tu sois démoralisé. Donc, ce que l'on met dans son corps, ce que l'on consomme avec les yeux, avec les oreilles, ce qu'on amène dans notre vie, les gens avec lesquels on s'entoure, posez-vous la question, est-ce que ça te fait sentir bien, ce geste-là, cette personne? Parce que c'est pas nécessaire de s'entourer de forces négatives. On a assez dans le monde. Puis, inquiète-toi pas, ça va arriver, les moments négatifs. L'important, c'est les petits choix, les petits baby steps, les pas de bébé qu'on prend par jour, à chaque fois. C'est un vote pour retourner à qui on est vraiment. Ça, c'est une décision personnelle. Veux-tu devenir qui tu es ou tu veux faire semblant d'imiter quelqu'un d'autre sur un écran, un étranger que tu n'as jamais vu de ta vie? C'est une décision à prendre. Puis, au fond, la décision, elle a l'air facile, mais avec les pressions qu'il y a sur les jeunes aujourd'hui, c'est pas si facile. Alors, de surveiller ce qu'on consomme en tant qu'individu, en tant que personne au quotidien, les petites affaires font une immense différence et je crois que ça nourrit notre capacité pour plus d'empathie envers nous-mêmes, puis dire ça suffit, j'aime pas ça, consommer ça, ça me fait de la peine, je me sens pas bien dans ma peau, enough is enough, comme on dit. Bien, vraiment dans le même sens que Sophie. Tout à l'heure, je disais que les cerveaux, notre système nerveux s'est développé à travers la relation avec les autres, à travers la relation avec les figures significatives. Alors, imaginez si notre cerveau se construit à travers la relation avec nos écrans, à travers la relation avec le monde qui nous entoure. Donc, on intériorise, on intègre un paquet de choses qu'on va dire être ce que je veux et ce que je pense, mais en fait, à qui ça appartient vraiment, d'où ça vient tout ça. Généralement, on va se construire un idéal et là, on n'arrivera pas à y correspondre, on va avoir un sentiment d'échec. Donc, cette prise de conscience-là, malheureusement, souvent, elle survient lorsque la personne frappe un mur et qu'elle réalise que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, elle est complètement détruite et ça, c'est hyper difficile. En même temps, si elle se donne le droit de se sentir vulnérable, de se montrer vulnérable, qu'elle va chercher de l'aide, elle va faire des prises de conscience qui vont être importantes et qui risquent de changer le cours de son existence. Des fois, une image simple que je donne aux personnes qui me consultent par rapport à l'autocompassion, c'est devenez votre propre bon parent bienveillant. T'sais, essayez d'avoir une version dans votre tête là, d'un bon parent. Puis nos parents sont bien bons, ils ont fait leur possible, mais des fois, il y a des gens qui ont eu des enfances qui sont vraiment, vraiment difficiles, qui n'ont pas eu l'opportunité d'intérioriser quelque chose qui ressemble à un bon parent. Puis là, ils vont intérioriser un discours des fois qui est très dur envers eux. Là, je leur demande de prendre conscience de cette voix-là qu'on a dans notre tête, là, qui nous traite de pas bon, qui nous auto-intimide. T'sais, à qui on porte plainte quand on s'intimide soi-même? C'est une grande question, mais en prendre conscience et là, se dire, qu'est-ce qu'un bon parent? T'sais, quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse? Et maintenant, comme adulte, comment moi, je peux développer cette capacité-là qu'on appelle l'autonomie affective pour dire, là, je ne vais vraiment pas bien, je suis épuisé,
ben là, c'est assez, ce soir, je me déconnecte, je me couche de bonne heure. Comme le bon parent qui dit là, faut que tu ailles te coucher, tu es fatigué. T'sais, pas avec ce ton-là, mais voyez un peu l'idée. Ouais, il y en a qui s'interpellent, mais c'est l'idée de prendre soin de soi, autant pour se donner le droit des fois de relâcher, puis des fois aussi pour se discipliner, pour dire là, tu pourrais peut-être aller prendre une petite marche, ça ferait du bien, tu sais, envers nous-mêmes. Donc, c'est une manière de se rappeler qu'est-ce que ça peut être une empathie envers soi. C'est intéressant. Mes enfants, on a dit que les meilleurs moments de leur enfance, c'était quand j'étais fatiguée, parce que c'est là où je flânais sur le sofa et je regardais des télévisions avec eux autres. Alors, c'est le plus beau moment dans leur enfance. Alors, je pense que ça confirme un peu ce que tu dis. Alors, c'est ça que, il y a plusieurs questions aussi, plusieurs commentaires dans le chat aussi pendant on discute et comment le faire. C'est ça, comment faire pour prendre soin de soi-même. Je pense que vous avez vraiment souligné ça. Une autre expérience que j'ai eue pendant la pandémie, je n'ai pas écouté les nouvelles ni regardé Netflix pendant 2 mois et je pense que j'ai juste pris du temps pour marcher, pour parler avec le monde et ma santé mentale était beaucoup mieux. Et je pense que c'est important de peut-être pas passer trop de temps avec les nouvelles parce que les nouvelles vont nous écraser. Et c'est ça que je dis, prends un espace qui nous rendent bien dans notre peau. Et ça nous rend dans la prochaine question qui est pour exprimer l'empathie et pour recevoir l'empathie, il faut être dans un safe space. Et comment on crée un espace sécuritaire? C'est quoi les conditions qu'il faut développer pour qu'on on le crée pour l'autre et on le construit pour nous-mêmes aussi? C'est quoi les conditions? Je pense que c'est au tour à Sophie à commencer, là. Oui, mais non, mais en tant que psychologue, je pense que ce serait peut-être important de parler des 4 piliers, là. Non, Marc-André? Vas-y donc. Les 4 piliers de l'empathie. Oui, tu sais, d'être en sécurité physique, morale et tout ça. Là, ouais. Vas-y. Oui, non, mais c'est sûr. Là, il y a comme une base. Toute la question de la sécurité, en partant, c'est vraiment un besoin de base chez l'être humain. S'il n'y a pas ce sentiment-là, on ne peut pas construire autre chose. On ne peut pas aller plus loin. Puis, tu sais, je vous dirais, le concept d'espace sécuritaire, tu sais, moi, je le vois d'abord comme dans une relation de un à l'autre, dans un premier temps. Tu sais, on ne peut pas du jour au lendemain dire, OK, je vais vivre dans une société qui sera, je l'espère de façon idéale, qu'un jour on va pouvoir vivre dans une société comme ça. Mais dans un premier temps, si on se responsabilise soi-même comme humain, comme ami, comme conjoint, comme gestionnaire, peu importe, pour dire, dans mes relations, je vais créer cet espace-là. Tu sais, moi, comme psychologue, comme psychothérapeute, là, cet espace-là, c'est mon outil de travail. Tu sais, il y a une personne qui s'assoit, qui peut se montrer vulnérable, que je vais être capable de nommer avec elle qu'est-ce qu'elle vit. Souvent, on n'a même pas les mots pour nommer comment on ressent. Et la création de cet espace-là, dans le bureau du psychologue ou du psychothérapeute, devient un espace qui est réparateur. Donc, je ne suis pas en train de dire que je veux que la société devienne au complet un espace thérapeutique, mais c'est vraiment important. Mais comment c'est quoi la recette pour construire? Comment on peut mettre la personne bien pour qu'il se sente à l'aise de partager? Est-ce qu'il y a des recettes claires? On parle des 4, mais pas vraiment pratico-pratique. Est-ce qu'il y a une façon de vraiment assurer que l'espace est sécuritaire pour l'autre? Bien, l'empathie a plusieurs dimensions. Donc, il y en a une que c'est une dimension émotionnelle. Donc, si on est capable de vibrer à ce que vit l'autre, qu'on est sensible à ça. Mais si on a simplement cette dimension-là, on va être sympathique, on va être touché avec l'autre, mais on ne saura pas nécessairement quoi faire avec cette émotion-là. Des fois, il y a même une contagion émotionnelle. Donc, on est dans un milieu qui traverse un moment difficile. On est tous comme un peu submergés. On va tous comme pas super bien, mais on n'arrive pas à le nommer. Donc, il y a une dimension de l'empathie qui est plus cognitive, donc associée à la pensée. Donc, je ressens ça. La personne qui est en avant de moi ressent, par exemple, de la tristesse. Mais là, on ne reste pas juste dans une émotion. Comment on peut le mettre en mots? Tu sais, comment on peut utiliser des fonctions cérébrales un petit peu plus supérieures pour commencer à le nommer? Je me sens triste. Qu'est-ce qui se passe quand je me sens triste? Je ressens un serrement. Je ressens une boule, qu'on apprenne à être en contact avec ça. Il y a des gens qui sont tristes puis qui ne savent pas. Il y a des gens qui sont tristes puis que ça sort sous forme de colère.
parce que c'est une émotion qui leur donne de l'énergie, c'est une émotion qu'ils connaissent davantage. Des fois, c'est une émotion qui est plus socialement valorisée parce qu'il y a comme une force associée avec ça. Alors, on vient défaire un peu tout ça, on vient nommer et on vient créer une conversation, un espace relationnel. Puis dans cet espace-là, quand on donne la chance à une personne de nous exprimer ce qu'elle ressent ici et maintenant, dans le moment présent, en posant des questions ouvertes, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu m'expliques, peux-tu m'en parler? Mais en mettant des mots, en étant présent, pendant que la personne fait ça, tranquillement, pas vite, elle développe sa capacité aussi à mieux se comprendre et à voir que son interlocuteur ne va pas la juger, ne va pas utiliser ces informations-là contre elle. Donc, à ce moment-là, ça devient concrètement un espace sécuritaire. C'est bien, c'est intéressant. Rose, j'aimerais que tu chemines un petit peu là-dessus. Et moi, ce que je dirais, c'est que pour avoir l'espace sécuritaire, il faut apprendre aussi, pour le créer nous-mêmes, il faut apprendre à se mettre de côté quand la personne vient nous voir, parce que souvent, on dit beaucoup, on parle depuis tout à l'heure, on parle de tristesse, on parle de situations difficiles, mais être empathique, c'est être capable d'accueillir une bonne nouvelle de quelqu'un qui vient aussi nous dire j'ai une promotion, je suis enceinte, tu sais, des trucs qui font plaisir à la personne et pas se dire ouais, moi dans ma situation, tu sais, moi je vais pas bien, puis tu sais, c'est vraiment important de se mettre de côté. Puis quand je dis se mettre de côté, c'est vraiment tout relâcher, là. Donc, notre prédisposition à pouvoir être empathique et à créer un espace sécuritaire, c'est de se dire, la personne vient vers moi, j'ai plus mon cellulaire dans mes mains, je regarde pas, je me mets en mode écoute, j'ai pas les mains croisées, les jambes croisées, je regarde pas autour me disant, bon, est-ce qu'il a fini de me parler, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Quand on est dans un groupe aussi, la disposition de la salle, ça a l'air de rien, mais une salle avec des bureaux qui freinent tout le monde versus tout bonnement mettre les chaises en rond, puis tu sais, être accueillant justement parce que il n'y a pas de bureau où tu prends des notes, il n'y a pas ton téléphone que tu es en train de garder, ton ordinateur n'est pas ouvert. Ben, tu es plus enclin à écouter qu'est-ce que les gens disent autour de toi. Donc, l'environnement, c'est vraiment super important. J'ai eu la chance de travailler à un moment donné à une fondation philanthropique où ce que le vice-président ne faisait aucun meeting dans le bureau. Hiver, automne, printemps, été. L'hiver, on mettait nos tucs, on mettait nos bottes, c'est marche sur le Mont-Royal. On travaillait au centre-ville de Montréal. Mais juste être en nature, la discussion ne portait jamais. Je dirais, on allait chercher d'autres aspects des dossiers sur lesquels on travaillait. Donc, il allait chercher qu'est-ce que l'employé pouvait apporter à quel sujet, mais en faisant un walk in the park, puis ça marchait. Je veux dire, l'environnement est très important, puis c'est ça, je pense que ça prenait plus de temps, mais c'était beaucoup plus concluant à la fin, là, comme meeting. Mais aussi, la notion de temps, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Et quand on a parlé de la société, Sophie, au départ, comment ça nous limite. Il faut du temps aussi. Hein. Il faut de faire une marche dans la nature, ça prend un peu plus de temps que de faire dans un bureau, mais ça permet que la personne sent entendue, écoutée, les deux en même temps. Je pense que c'est important. Alors, Sophie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, de ce que Rose disait, je pense qu'il y a deux mots, Rose, que vous avez dit qui m'ont vraiment touché. Le premier, c'est le relâchement. Pour être capable d'être à l'écoute de l'autre, oui, il faut être un peu dans le silence, il faut ralentir, il faut être dans le moment présent, mais il y a un relâchement. Il y a une raison pour laquelle le yoga et la méditation ont de plus en plus des millions d'adeptes à travers la planète, parce que ça fonctionne. Okay? Il y a un relâchement du système nerveux à travers une pratique qui est bien guidée par des professeurs formés qui sont partout à travers le pays, même à travers le monde. Mais c'est important d'avoir un professeur et de vérifier la formation du professeur avant. Au niveau de la méditation et des exercices de respiration, moi, ça a changé ma vie complètement. Comme quelqu'un qui a souffert d'anxiété, désordre alimentaire depuis la fin de l'adolescence, le relâchement de tout ce que je pense connaître, de tout qui je peux penser être, des titres qui m'entourent, tout ce qu'on pense qu'on a inculqué depuis le début de notre vie. Là. Pendant un moment, essayez de faire le vide. Il reste qui quand on ne s'identifie plus à tout ça? Bien, il reste la vraie nature.
qui est ni perturbé par les événements extérieurs, ni perturbé par la culture ou les symboles religieux ou tout ce qui peut nous être inculqué ou imposé à certains égards. Et quand on se débarrasse de tout ça, il reste qui? Je pense que la personne qui est là et qui se questionne, « Hey, attends, c'est qui il reste pour vrai, là? » Tu sais, se poser cette question-là. Au fond, c'est aussi cette personne-là qui est à l'écoute. Et c'est pas parce que on n'a pas de repères distincts. Tu sais, des fois, dans une société où est-ce qu'on a tellement de sources de stimulation, on a besoin de repères pour se sentir en sécurité, sinon on est comme étourdi. Et je pense que ce relâchement-là est vraiment nécessaire et que dans une société où, tu sais, là, on a une discussion ensemble aujourd'hui, puis il y a des gens qui nous répondent, puis qui regardent nos commentaires, puis c'est sûr que déjà ici, il y a une acceptation, parce qu'on est chanceux, là, c'est un milieu comme celui-ci. Mais le mot tolérance, là, il ne devrait même pas exister dans notre société. Parce que ça veut dire, ben j'accepte en partie que blablabla, puis l'autre partie, ben tu sais, tolérer, ça veut juste dire, tu es très différent de moi, puis je vais prendre ce que je peux, puis le reste, j'en fais fi, tu sais. C'est de l'acceptation. Nous autres, moi, je suis pleine de défauts. Marc-André, plein de défauts. Rose, Karen aussi. Puis les femmes, fait que regarde, on ne sait pas rien de nouveau. Non, tu sais, j'ai une étiquette sur mon réfrigérateur qui dit I'm not passive-aggressive, unlike other people I know. je ne suis pas passif-agressive, pas du tout, contrairement à d'autres personnes que je connaisse. Donc, il y a comme une espèce de double message qu'on s'envoie à nous-mêmes à tous les jours parce qu'on essaie de correspondre à des modèles qu'on n'est pas. Puis en même temps, comment on fait pour s'accepter nous-mêmes à travers ça et pouvoir accepter l'autre dans un processus empathique. Alors, c'est vraiment, vraiment important que, tu sais, puis je le sais que les gens n'ont pas beaucoup de temps, puis que les gens travaillent fort, puis que la majorité du monde a de la misère à rejoindre les deux bouts et que le temps devient un luxe. Mais si on mène pas ce combat-là ensemble pour plus de temps et de ralentissement à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre société, on n'ira pas mieux. Il faut qu'on prenne le 2 minutes par jour, si c'est juste 2 minutes, pour tout fermer les stimulations, pour revenir vers soi-même. Puis juste 2 minutes de respiration, là, pour en avoir fait l'expérience presque des milliers de fois, ça fonctionne. Oui. Alors, c'est bien, c'est bien. Aller apprendre la marche. Bon. Absolument. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat et une des questions très claires, nettes et précises, c'est quelles sont les sphères de protection que tu as fait mention, Sophie, et je vais juste les mentionner vite. Après ça, j'aimerais qu'on arrive à la fin, j'aimerais avoir les derniers commentaires de chaque personne. Les 4 sphères, c'est le physique, le psychologique, le social et le moral. Alors, je vous laisse avec ça comme réponse. Allez vérifier ça parce que c'est vrai, c'est important pour cet espace safe space qu'on veut créer au niveau de l'empathie. Mais j'aimerais peut-être les derniers commentaires de tout le monde sur l'empathie. Une phrase qui vous voulez laisser tout le monde pour qu'on laisse ça dans un esprit d'approfondissement, mais aussi quand on peut aller sur une sphère d'apprentissage aussi pour ceux qui ne sont pas vraiment forts au niveau de l'empathie. Alors, Rose, ce serait quoi la phrase que toi, tu laisses tout le monde avec? Je pense que tout le monde, en quelque part, devrait être capable de dire l'empathie, je la pratique moi aussi. Tu sais, dans le sens que c'est quelque chose d'action, c'est quelque chose qu'on se met en mouvement, c'est quelque chose que c'est bon pour ton environnement, c'est bon pour toi. Donc, c'est quasiment comme un sport, là. Moi, je dirais de se donner un petit kick puis dire, moi aussi, je la pratique, là. Parfait, c'est beau, merci. Sophie? Moi, je vais revenir à les petits pas de bébé. Parce que, premièrement, ça me fait rappeler... qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand que nous dans cet univers parce que de regarder un enfant qui grandit, c'est la plus belle chose au monde. Et il n'y a pas un enfant qui est né un être violent, un être fâché. Un enfant, c'est pur. Alors, on est capable de revenir à cet état-là, mais de faire des petits changements dans notre vie de tous les jours pour se sentir mieux. À la fin de la semaine, vous allez voir une différence. À la fin d'un mois, vous allez voir une différence. C'est vraiment la clé au plus grand changement que l'homme et la femme peuvent créer à l'intérieur d'elle ou de lui-même, c'est les petits changements au fur et à mesure qu'on avance. Alors, c'est pas encore une fois, de se demander de devenir Superman ou Superwoman, ça fonctionnera pas. C'est d'accepter que
le vrai changement, il prend source dans les petites choses de la vie. Non seulement les petits moments de bonheur, mais aussi les moments difficiles. Puis l'autre jour, j'ai entendu ma fille dire à son frère, ben écoute, là, moi, j'ai des problèmes. Là, je l'ai arrêté. Plus tard, je dis, hey, je veux juste te dire que je suis vraiment fière que tu aies dit j'ai des problèmes. Parce que tes problèmes, là, c'est tes points qui vont te permettre de devenir vraiment qui tu es. Puis c'est la vie qui dit, ah oui, attends une minute, on va voir de quoi tu es faite. Ben vas-y, ma fille, sois courageuse, puis regarde tes problèmes de plein fouet, puis prends des petits pas pour essayer de rendre les choses meilleures. Parfait, merci. Marc-André. Ben, moi, je dirais que c'est important de se ramener à l'essentiel de qui on est, de ce qu'on est comme être humain. Puis, un être humain tout seul, là, tu sais, ça va pas loin, là. Tu sais, fait que se rappeler que c'est ensemble qu'on est toujours le plus fort, tout le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas été rejoindre les dinosaures jusqu'à ce jour. C'est parce qu'on a cette capacité-là de dire, ben, moi tout seul, ça se peut que je sois bien bon, que j'ai plein de belles qualités, mais c'est impossible que je n'aie pas besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Donc, rappelons-nous ce lien-là. On se développe et on se construit au meilleur de notre potentiel quand on est ensemble. Donc, faisons attention à cet espace-là et ça prend l'empathie pour que l'information puisse bien circuler dans cet espace vital. Pas des liens, c'est très bien, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'empathie, c'est sexy quand même? C'est intéressant parce qu'on a dit que c'était complexe, tout le monde dit, oh, est-ce que je peux le développer? Mais je pense que c'est sexy, je pense que ça nous appartient, on a toute la capacité de le développer. Je vous remercie, les panélistes, c'était excellent, et merci au public, il y avait plein de commentaires. C'est vraiment riche les discussions qui sont sur le chat. Je vais vous dire aussi que si quelque part il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide, que vous allez rejoindre à votre Association canadienne de santé mentale dans chaque région, alors allez sur le site web, allez les appeler, il va vous diriger dans les places qui peuvent vous aider. Et je vous souhaite une vie pleine d'empathie et je vous remercie pour cet riche échange. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.